La salle d'entretien était silencieuse. Assis sur une chaise bancale, Ismaël, 18 ans, transpirait sous sa chemise trop large. Il avait marché des kilomètres depuis son village poussiéreux pour être là, convaincu que ce jour changerait sa vie. Les regards autour de lui semblaient sceptiques, mais sa vivacité impressionna le directeur, il réussit le test avec brio. Tout le bureau s'attendait à le voir engagé. Alors que la victoire semblait proche, une simple question brisa tout. « Donne-moi ton adresse e-mail pour finaliser ton dossier. » Ismaël resta muet. Dans son village, sans électricité ni réseau, l'email n'existait pas. Il baissa les yeux et murmura « Je n'en ai pas », le silence explosa en éclats de rire. Le directeur, ironique, lança devant tous. Index revers pointant vers la droite blanc, un homme sans email n'existe pas. Tu n'existes pas, donc tu ne peux pas travailler ici. Le monde d'Ismaël s'écroula. Lui qui rêvait d'arracher sa famille à la misère se retrouva humilié, effacé, comme si toute son existence n'avait jamais compté. On lui remit seulement 100 € pour les quelques jours d'essai qu'il avait effectués, comme une aumône jetée à un mendiant. Le cœur serré, il quitta l'entreprise, les rires résonnant encore dans ses oreilles comme des coups de fouet. Mais sur le chemin, une promesse s'imposa à lui, il ne rentrerait jamais au village les mains vides. Pas tant qu'il n'aurait pas transformé sa douleur en victoire. Dans la chaleur étouffante du marché de la ville, il observa les cris des vendeurs, les mains tendues des clients, les sacs de nourriture qui circulaient. C'est là, au milieu de la foule indifférente, qu'il prit sa décision, avec ses 100 €, il achèterait des tomates. Pas par amour du commerce, mais par survie, par dignité. Il ignorait encore que cette décision, née d'une humiliation, allait le conduire sur un chemin où se mêleraient gloire, trahison, amour, sacrifice et renaissance. Mais avant de comprendre la force de sa promesse, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé, dans son enfance, au cœur de ce petit village oublié du Burkina Faso, entouré de sa mère et de ses 2 petites sœurs, Sonia et Mariana. Le soir tombait sur le petit village de terre battue. Les cases s'illuminaient à peine sous la lueur des feux de bois, et l'air portait encore l'odeur des champs secs. Ismaël, âgé d'une dizaine d'années, s'asseyait toujours le premier près des flammes, ses yeux fixés sur les étincelles qui s'élevaient vers le ciel. À ses côtés, ses 2 petites sœurs, Sonia et Mariana, se serraient contre leur mère, épuisées mais dignes. La faim grondait souvent dans leur ventre, mais la voix de cette femme fatiguée emplissait la nuit d'une chaleur qu'aucun repas n'aurait pu offrir. Elle parlait comme une prophétesse, transformant leur misère en leçons de courage. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle répéta la phrase qu'elle avait fait sienne, « La pauvreté n'est pas une malédiction. C'est un passage. » Ces mots résonnaient dans le silence du village comme une vérité ancestrale. Sonia et Mariana, encore petites, s'endormaient parfois au rythme de cette voix rassurante. Mais Ismaël, lui, restait éveillé, le regard tendu vers les flammes. Pour lui, ces paroles n'étaient pas une simple consolation, mais un appel. Il se jurait intérieurement qu'il transformerait cette promesse en réalité, qu'il arracherait sa famille à cette nuit interminable de privation. Il observait chaque détail autour de lui. La fatigue de sa mère, contrainte de marcher des kilomètres pour chercher de l'eau. Les vêtements usés de ses sœurs, souvent rapiécés à la main. Les murmures des anciens qui parlaient du monde extérieur comme d'un rêve inaccessible. Tous ces fragments nourrissaient en lui une révolte silencieuse. Chaque fois qu'il voyait sa mère cacher une larme derrière un sourire, il sentait son cœur se briser. Mais au lieu de s'effondrer, il forgeait en lui une certitude, un jour, il serait l'homme qui changerait leur destin. Dans son cœur d'enfant, il se voyait déjà bâtir des routes pour que les enfants du village n'aient plus à marcher des heures dans la poussière. Il rêvait d'écoles avec des cahiers, des enseignants présents, des bibliothèques pleines de livres. Il s'imaginait allumer la nuit du village avec des lampes électriques, pour que plus jamais ses sœurs n'aient à faire leurs devoirs à la lumière vacillante d'une flamme. Ses rêves n'étaient pas ceux d'un enfant qui veut jouer, mais ceux d'un fils qui refuse de laisser la misère voler l'avenir de sa famille. Chaque nuit au coin du feu, il murmurait en silence une promesse invisible. Il protégerait Sonia et Mariana, coûte que coûte. Il honorerait sa mère en lui offrant une vie où elle n'aurait plus à cacher ses larmes. Cette mission, il se l'assignait sans témoin, sans parole, mais avec une intensité farouche.
Il était encore un enfant, mais déjà il portait sur ses épaules le poids d'un avenir qu'il refusait de voir écrasé par la fatalité. Pourtant, il le savait, les rêves, aussi grands soient-ils, ne nourrissent pas une famille. Le temps passait, et les épreuves s'accumulaient. Sa mère vieillissait prématurément, ses sœurs grandissaient dans le manque. Alors qu'il approchait de ses 18 ans, Ismaël comprit que la promesse faite dans l'ombre du feu devait prendre cher. Il devait quitter le village, affronter l'inconnu, et tenter de donner corps à ce rêve qui brûlait en lui depuis l'enfance. L'école du village n'était qu'un vieux bâtiment fissuré, aux murs poussiéreux et aux bancs de bois cassés. La pluie s'infiltrait par les trous du toit, et le vent emportait parfois les feuilles des rares cahiers que possédaient les élèves. C'était pourtant là qu'Ismaël s'accrochait à son rêve de savoir, malgré les conditions qui semblaient tout faire pour l'écraser. Les enseignants venaient rarement, certains passaient 2 jours, puis disparaissaient pendant des semaines, prétextant des salaires impayés ou la distance trop longue à parcourir. Alors les enfants attendaient, parfois en silence, parfois en jouant dans la poussière, jusqu'à ce qu'un adulte daigne revenir. Ismaël, lui, attendait toujours avec une patience mêlée d'impatience. Chaque fois qu'un professeur apparaissait, il s'asseyait droit, les yeux brillants, absorbant chaque mot comme si c'était de l'or. Mais le manque de fournitures rendait l'apprentissage presque impossible. Les élèves se partageaient des manuels usés, aux pages déchirées, que l'on passait de main en main comme des trésors. Lui-même n'avait qu'un crayon à moitié rongé et quelques feuilles froissées qu'il réutilisait encore et encore. Parfois, il écrivait dans la poussière du sol quand le papier manquait. Les humiliations s'ajoutaient à cette misère. Les enfants issus de familles un peu plus riches se moquaient de ses habits déchirés, de ses sandales trouées, ou du fait qu'il venait souvent sans déjeuner. Certains enseignants, eux-mêmes frustrés, le ridiculisaient quand ils ne pouvaient payer la petite cotisation demandée pour acheter des craies ou réparer les bancs. Il se souvenait d'un jour où, incapable de donner 10 francs pour une contribution, il avait été renvoyé chez lui sous les rires de ses camarades. Ce jour-là, il avait pleuré en silence, non pas pour lui, mais pour l'image de sa mère qui se sacrifiait déjà trop. Pourtant, malgré ses blessures, Ismaël ne cessait de rêver. Il regardait ses 2 petites sœurs, Sonia et Mariana, et se disait qu'elles ne devaient jamais vivre la même humiliation. Leur avenir devait être différent. Mais à mesure qu'il grandissait, une vérité s'imposait, dans ce village oublié, l'école ne suffisait pas. Le savoir était prisonnier des murs fissurés, et la pauvreté rendait chaque progrès inutile. Ses rêves se heurtaient au mur de la réalité. À l'approche de ses 18 ans, ce constat devint insupportable. Chaque soir, autour du feu, il repensait aux paroles de sa mère, « La pauvreté n'est pas une malédiction. C'est un passage. » Il comprit alors que ce passage, il devait l'affronter seul, en quittant le village. Ce n'était plus une question de choix, mais de survie. Ses sœurs grandissaient, sa mère s'épuisait, et lui, le fils aîné, devait agir. Il regarda une dernière fois les murs de l'école délabrés, les bancs brisés, et se fit une promesse silencieuse, il reviendrait un jour bâtir des écoles modernes, des lieux où aucun enfant ne serait humilié pour sa pauvreté. À 18 ans, Ismaël prit la décision la plus difficile de sa vie, quitter son village natal et partir seul à la ville, déterminé à arracher à l'injustice un avenir pour sa famille. Le soleil n'était pas encore levé quand Ismaël quitta son village. Dans un petit sac usé, il avait glissé sa chemise la moins abîmée, un cahier presque vide et les bénédictions de sa mère. Sonia et Mariana avaient pleuré discrètement, cachant leur visage contre leurs mains. Lui marchait droit, déterminé, le cœur lourd mais rempli d'une conviction, il ne devait pas revenir tant qu'ils n'auraient pas trouvé une voie pour changer leur destin. Après plusieurs heures de marche, il arriva enfin à la ville, un monde bruyant et chaotique qu'il n'avait connu que dans les récits des anciens. Les voitures klaxonnaient, les rues grouillaient de monde, et les bâtiments s'élevaient comme des géants de béton. Ismaël se sentit petit dans cette immensité, mais pas intimidé. Il suivit les indications qu'on lui avait données et se rendit dans une entreprise de logistique qui recrutait de jeunes travailleurs. À l'accueil, on le regarda avec suspicion à cause de ses habits modestes, mais on accepta quand même de lui faire passer un test d'aptitude. Pendant plusieurs heures, il se concentra avec une énergie féroce, répondant à toutes les questions, manipulant les chiffres avec une logique implacable. Quand il eut terminé, le recruteur le fixa longuement, surpris par tant de vivacité dans un garçon venu d'un village oublié.
Le directeur de l'entreprise, un homme à la voix grave et au costume impeccable, entra alors dans la salle. Il parcourut les feuilles d'Ismaël, sourit et déclara devant tous les employés présents, « Ce garçon est brillant. Avec un peu de formation, il peut aller très loin. Nous allons l'embaucher. » Le cœur d'Ismaël bondit dans sa poitrine. Il pensa à sa mère, à Sonia et Mariana, et imagina déjà leur joie en apprenant la nouvelle. Mais au moment de finaliser son dossier, le directeur posa une question simple, « Donne-moi ton adresse e-mail. » Le silence s'abattit dans la salle. Ismaël baissa les yeux et répondit d'une voix hésitante, « Je n'en ai pas », le directeur fronça les sourcils, puis éclata de rire. Bientôt, tout le bureau se mit à rire avec lui. « Un homme sans email n'existe pas, lança-t-il, railleur. Tu n'existes pas, donc tu ne peux pas travailler ici. » Les mots tombèrent comme des pierres. Ismaël sentit son monde s'effondrer. Lui qui avait cru toucher son rêve d'une main venait d'être effacé comme une poussière insignifiante. Les regards moqueurs, les rires cruels, la phrase du directeur résonnait dans sa tête comme un coup de massue. On lui remit à la hâte 100 € pour les quelques jours de travail effectués, comme une aumône. Il sortit de l'entreprise, le cœur meurtri, la honte brûlant son visage. Mais sous cette humiliation naquit une colère sourde, une promesse intime, il ne rentrerait jamais au village les mains vides. Ce jour, dans la douleur, commença réellement le combat d'Ismaël. Lorsqu'on lui remit les 100 € en guise de remerciement, Ismaël ne sut même pas comment réagir. Le billet semblait lourd dans sa main tremblante, comme si chaque fibre du papier portait l'empreinte de son humiliation. Autour de lui, les employés détournaient le regard, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Le rire du directeur résonnait encore dans sa tête, « Un homme sans email n'existe pas », ces mots, simples et cruels, venaient de réduire son existence à néant. Il sortit de l'immeuble en titubant, le visage brûlant de honte, le cœur serré d'une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il marcha longtemps dans les rues de la ville, sans destination. Le vacarme des voitures, les passants pressés, les enseignes lumineuses lui donnaient l'impression d'être un étranger dans un monde qui ne voulait pas de lui. Plus il avançait, plus il se demandait ce qu'il allait faire. Revenir au village ? Non. L'idée seule lui faisait mal. Revenir, c'était admettre qu'il avait échoué, que les moqueries du directeur étaient vraies. Et il savait que ses sœurs, Sonia et Mariana, attendaient son retour comme on attend une victoire. Il ne pouvait pas les trahir. Alors, en serrant le billet froissé dans sa main, il prit une décision silencieuse, il ne rentrerait pas tant qu'il n'aurait pas transformé cette humiliation en force. Il jura à lui-même, presque comme une prière murmurée, qu'il deviendrait un homme capable de changer le regard du monde sur lui et sur son village. Ses pas le menèrent vers le grand marché de la ville. Là, des dizaines de vendeurs criaient pour attirer les clients, des paniers de légumes s'empilaient, et l'odeur des épices et de la sueur flottait dans l'air. Ismaël s'arrêta un moment, observant le va-et-vient incessant, la circulation de l'argent, les regards durs des acheteurs. Il comprit que, dans ce chaos, résidait une vérité simple, ici, tout se vendait, tout s'achetait. Et si lui n'existait pas dans les bureaux climatisés, il pouvait peut-être exister dans la poussière du marché. Avec son billet unique, il se dirigea vers un vieux marchand et acheta 10 kilos de tomates. C'était peu, mais c'était tout ce qu'il avait. En portant le sac lourd sur son épaule, il sentit pour la première fois une étrange fierté, ce poids, c'était son avenir. Chaque tomate représentait une chance de prouver qu'il pouvait rebondir. Le soir tombait quand il commença à aller de porte en porte, proposant ses tomates aux passants, aux familles, aux petites boutiques. Certains le regardaient avec mépris, d'autres refusaient sèchement. Mais Ismaël n'abandonna pas. Chaque refus était une gifle, mais il se redressait, convaincu que céder signifierait renoncer à sa promesse. Il ne dormait pas ce soir-là. Il vendit, persista, et à la fin de la journée, son capital avait doublé. Ce fut la première victoire d'un combat qui ne faisait que commencer. Dans la poussière du marché, l'humiliation du matin venait de se transformer en une détermination nouvelle, Ismaël ne rentrerait pas tant qu'il n'aurait pas changé son destin. Le marché s'animait dès l'aube. Les cris des vendeurs, les odeurs fortes d'épices et de sueur, les couleurs vives des légumes empilés créaient un tumulte qui semblait écraser quiconque n'avait pas sa place. Ismaël, serrant contre lui son sac de tomates acheté avec ses 100 €,
avançait d'un pas hésitant mais déterminé. Ses mains tremblaient sous le poids du sac, mais son cœur battait avec plus de force encore. Chaque tomate représentait un fragment de son avenir, et il le savait. Il commença son premier tour dans les ruelles étroites du marché, proposant ses tomates aux passants. Les regards furent d'abord indifférents, puis moqueurs. « Regarde ce garçon », lança une vendeuse en riant. « Il croit qu'il va concurrencer les anciens avec ses tomates misérables. » D'autres éclatèrent de rire, certains le repoussèrent même, refusant d'écouter. Un client, excédé par son insistance, l'insulta en disant qu'il ferait mieux de rentrer cultiver au village plutôt que de perdre son temps en ville. Chaque mot était une flèche plantée dans son cœur. Le soleil montait haut, brûlant sa nuque, et la fatigue commençait à le ronger. Ses tomates, trop lourdes pour être portées toute la journée, semblaient peser une tonne. Mais il continua. Sa voix, timide au départ, devint plus ferme. « Tomates fraîches. Qui veut acheter ?» Il souriait malgré les refus, répétait son offre encore et encore. À chaque humiliation, il se redressait un peu plus, comme si son orgueil refusait de mourir. À midi, il n'avait vendu que quelques tomates. Le ventre vide, il s'assit un instant sur un coin de trottoir, regardant les autres vendeurs compter leurs billets et plaisanter entre eux. Un enfant s'approcha, curieux, et lui demanda « Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ?» Ismaël baissa la tête. Parce que rentrer, c'était échouer. Parce que derrière lui, dans son village, il y avait une mère qui attendait un signe, 2 sœurs qui espéraient un avenir. Il ne pouvait pas leur offrir son humiliation comme seul héritage. Alors, malgré la fatigue, il se releva. Il décida de frapper aux portes des maisons, une par une. Certaines familles l'accueillirent avec curiosité, d'autres le chassèrent sèchement. Une vieille femme finit par lui acheter 2 kilos, non pas par besoin, mais par compassion devant sa détermination. Ce petit succès fut pour lui comme un souffle d'air frais. Il remercia avec un sourire sincère et repartit de plus belle, comme si ces 2 kilos venaient de justifier toute sa journée. Le soir, quand les dernières lueurs du soleil éclairaient la ville, il avait vendu la moitié de son sac. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une victoire. Le lendemain, il recommença. Encore humilié, encore rejeté, mais toujours debout. Jour après jour, il marchait dans les rues, portant ses tomates comme on porte une croix, refusant de céder à la honte. Et chaque soir, il comptait ses maigres bénéfices, voyant son capital grandir lentement mais sûrement. Dans la poussière et la sueur du marché, Ismaël apprenait une leçon que rien ni personne ne pourrait jamais lui voler: la persistance transforme les humiliations en armes, et chaque refus peut devenir un tremplin vers la victoire. Les jours passèrent, puis les semaines. Chaque matin, Ismaël se levait avant le soleil et reprenait sa marche vers le marché avec son sac de tomates. Au début, les bénéfices étaient faibles, presque insignifiants. Mais il apprenait. Il observait les acheteurs, repérait les heures de forte affluence, négociait avec plus d'assurance. Peu à peu, son capital doubla. Puis il tripla. Il ne mangeait parfois qu'un morceau de pain par jour, mais il refusait de toucher à ses gains. Chaque pièce de monnaie était pour lui une graine qu'il semait dans son avenir. Quand il eut économisé assez, il fit son premier grand achat, une charrette en bois. Avec elle, il pouvait transporter plus de marchandises et parcourir plus de rues. Ce fut un tournant. Désormais, il ne portait plus ses tomates sur son dos, il les livrait à des familles entières, et même à de petites boutiques. Certains riaient encore de le voir tirer sa charrette comme une bête de somme, mais il s'en moquait. Pour lui, chaque goutte de sueur était une victoire silencieuse. Les affaires grandissaient. Après des mois d'efforts, Ismaël réunit assez d'argent pour acheter un petit camion d'occasion. Ce fut une révolution. Avec ce véhicule, il pouvait transporter des charges beaucoup plus lourdes et élargir son réseau au-delà du marché local. Il devint fournisseur pour plusieurs commerçants de la ville, gagnant peu à peu leur respect. Les mêmes qui l'avaient humilié se mirent à le saluer, à chercher ses services. Son nom commençait à circuler. Mais derrière cette ascension, les épreuves restaient implacables. Il dormait souvent dehors, roulé dans un vieux manteau sous la pluie ou le vent glacial. Ses nuits n'étaient que courtes pauses entre 2 livraisons. Il se souvenait d'avoir passé une nuit entière sous son camion, la pluie martelant la carrosserie au-dessus de lui,
le sol froid lui transperçant les os. Mais il se répétait sans cesse les mots de sa mère, « La pauvreté n'est pas une malédiction, c'est un passage ». Chaque fois qu'il sentait le découragement le ronger, cette phrase rallumait la flamme en lui. Bientôt, ses revenus lui permirent d'acheter un deuxième camion, puis un troisième. Ce qui avait commencé avec un simple sac de tomates devint une petite flotte. Il embaucha quelques jeunes du quartier pour l'aider, offrant à d'autres ce qu'il avait lui-même cherché en vain, une chance de travailler et de se relever. En quelques années, il passa de vendeur rejeté à distributeur respecté. Mais même dans ce succès, il n'oubliait jamais la honte du bureau, ni le rire cruel du directeur. Chaque nuit où il dormait à même le sol, chaque goutte de pluie sur son visage, chaque faim endurée devenait un rappel, son combat n'était pas seulement pour lui, mais pour sa mère, pour Sonia et Mariana, et pour tous ceux qui, comme lui, avaient été effacés du monde parce qu'ils n'avaient pas d'adresse e-mail. À 25 ans, le nom d'Ismaël n'était plus inconnu dans la ville. Ce garçon qu'on avait vu trimballer des sacs de tomates sur son dos était désormais un distributeur alimentaire respecté. Sa petite flotte de camions, autrefois dérisoire, sillonnait désormais plusieurs axes routiers, approvisionnant des marchés, des restaurants et même des hôtels. Dans les quartiers populaires, les vendeuses de rue connaissaient son visage, dans les bureaux des commerçants, son nom circulait comme celui d'un jeune audacieux capable de livrer à l'heure, sans tricher et sans jamais manquer à sa parole. Son téléphone portable, acheté après des années d'économie, sonnait sans arrêt. Des commandes arrivaient de partout, parfois au-delà même de la ville où il avait commencé. Bientôt, il ouvrit un petit entrepôt à la périphérie, un lieu où ses camions pouvaient charger et décharger. Chaque matin, les moteurs rugissaient avant le lever du soleil, et la poussière des routes s'élevait derrière ses véhicules. Ismaël supervisait tout, avec la précision d'un chef d'orchestre. Rien n'échappait à son regard. Le travail était rude. Les routes délabrées abîmaient souvent ses camions, et il fallait réinvestir constamment dans les réparations. Mais malgré ces obstacles, l'entreprise grandissait. Là où beaucoup se seraient contentés d'un petit commerce, Ismaël voyait plus grand. Il diversifia ses produits, ajoutant aux tomates d'autres légumes, puis du riz, du maïs, et enfin des produits importés. Petit à petit, son réseau se développa dans plusieurs villes voisines. Dans chacune d'elles, on reconnaissait son énergie et son intégrité. Un jour, après une livraison importante pour un grand hôtel, il reçut son premier gros bénéfice. En comptant les liasses de billets sur sa table en bois, il sentit un frisson courir dans tout son corps. Ce n'était plus de la survie. C'était la preuve que ses efforts, ses nuits passées dehors, ses humiliations, portaient enfin leurs fruits. Il resta longtemps à contempler l'argent, mais plus encore, il revoyait le visage de sa mère, les yeux de ses sœurs. Il imaginait déjà leur joie quand il rentrerait un jour avec la preuve qu'il avait réussi. Ce soir-là, pour la première fois, il osa s'asseoir à une grande table de restaurant. Non pour se vanter, mais pour goûter à ce que signifiait réellement vivre, après des années de faim. Le serveur le regardait comme un client ordinaire, sans savoir qu'il avait en face de lui un jeune homme qui, quelques années plus tôt, n'existait pas aux yeux du monde. Mais malgré ses succès, Ismaël restait hanté par un souvenir précis, celui du directeur qui l'avait humilié. Chaque fois qu'il franchissait un nouveau cap, il entendait encore cette voix lui dire qu'il n'existait pas. Ce souvenir douloureux devenait un carburant, une force invisible qui l'empêchait de se satisfaire. Son ambition grandissait, et avec elle, une vision plus vaste que le simple commerce. Car dans ses rêves d'enfant, il ne s'agissait pas seulement de vendre et d'acheter. Il voulait transformer son village. Et désormais, avec ses premiers gros bénéfices, ce rêve commençait à paraître possible. Lorsque ses affaires atteignirent un rythme stable, Ismaël comprit qu'il devait sortir du cadre. Le commerce de denrées alimentaires lui avait donné un nom, mais au fond de lui brûlait toujours le rêve qu'il nourrissait depuis son enfance, changer le destin de son village. C'est ainsi qu'à 25 ans, il prit l'avion pour la première fois de sa vie. Direction, la Chine. Le trajet fut pour lui un choc culturel. Depuis le hublot, il observait les villes illuminées comme des constellations terrestres, des routes droites et des buildings dressés comme des géants de verre. Tout ce qu'il voyait lui rappelait l'obscurité de son village plongé dans la nuit. À Pékin, il se perdit dans les foules pressées, les immenses avenues bordées d'écrans lumineux et les marchés grouillants de technologie. Dans une usine,
on lui présenta des panneaux solaires capables de transformer la lumière en énergie. Ismaël resta figé. Il imaginait immédiatement ces plaques noires posées sur les toits de son village, captant le soleil brûlant du Burkina Faso pour illuminer la nuit. Là où ses sœurs avaient grandi dans l'ombre, il voyait des lampes briller. Là où les enfants faisaient leurs devoirs à la lueur du feu, il imaginait des salles éclairées et des bibliothèques. Le directeur chinois, intrigué par son intérêt, lui expliqua le fonctionnement, les coûts, la durabilité. Ismaël notait tout, absorbait chaque mot, chaque détail technique. Son esprit ne pensait qu'à une seule chose, ramener cette lumière chez lui. Pour la première fois, il sentit que son rêve devenait concret. Ce n'était plus une chimère, mais une possibilité. Il passa plusieurs semaines à visiter des usines, rencontrer des ingénieurs, assister à des démonstrations. Chaque soir, dans sa chambre d'hôtel, il repensait au visage de sa mère, à Sonia et Mariana, imaginant leur sourire en voyant le village s'illuminer. Il se jurait que son prochain grand combat serait celui-là, apporter l'électricité solaire à son peuple. Avec ses premiers bénéfices accumulés dans le commerce, il signa des contrats d'importation. Ce fut un investissement risqué, coûtant des centaines de milliers d'euros. Certains de ses partenaires lui dirent qu'il était fou, pourquoi se lancer dans un domaine qu'il ne connaissait pas? Pourquoi ne pas rester dans l'alimentaire, là où il maîtrisait déjà tout? Mais Ismaël refusait la logique du confort. Il savait que ce projet était plus qu'un simple business, c'était une mission. En quittant la Chine, ses bagages étaient plus lourds que jamais, remplis de catalogues, de schémas, de prototypes. Mais plus lourde encore était la promesse qu'il portait dans son cœur, celle d'un jour, voir son village s'éclairer pour la première fois. À travers ce rêve solaire, il ne voulait pas seulement offrir de la lumière. Il voulait offrir l'espoir. De retour de Chine, Ismaël avait la tête pleine de projets. Les contrats pour les panneaux solaires étaient signés, mais il savait qu'il fallait plus. S'il voulait vraiment transformer son village, au-delà, donner une chance à des milliers de familles pauvres, il devait trouver un moyen de redistribuer les opportunités, pas seulement l'électricité. C'est ainsi que naquit une idée audacieuse, une application mobile, simple, accessible, qui mettrait en relation les petits producteurs, les vendeurs de rue, les artisans, avec des acheteurs et même des investisseurs. Il l'appela Nova, comme une étoile nouvelle qui illumine les ténèbres. Son objectif était clair, permettre à ceux qui n'avaient rien de vendre, d'épargner, d'investir quelques pièces, et de croître pas à pas. Dans son esprit, Nova devait être un outil de dignité, une arme silencieuse contre la pauvreté. Il rassembla une petite équipe de développeurs et investit ses premiers bénéfices dans la création de la plateforme. Les débuts furent hésitants, peu de gens croyaient à ce projet, et certains se moquaient de lui. Mais Ismaël, fidèle à son tempérament, persista. Rapidement, l'application trouva son public. De petites vendeuses de légumes pouvaient publier leurs produits, des jeunes tailleurs pouvaient proposer leurs services, des cultivateurs pouvaient accéder à des microcrédits. Le bouche à oreille fit son travail. En moins d'un an, Nova comptait déjà des milliers d'utilisateurs. La presse nationale commença à en parler, saluant l'innovation qui venait d'un jeune autrefois inconnu. L'écho traversa les frontières. Des investisseurs étrangers prirent contact, intrigués par ce modèle africain qui alliait technologie et inclusion sociale. C'est ainsi que, lors d'une levée de fonds, la valeur de Nova fut estimée à 12 millions d'euros. Pour Ismaël, ce chiffre paraissait irréel. Lui qui avait commencé avec 100 € et un sac de tomates se retrouvait à la tête d'une start-up valorisée à plusieurs millions. Mais ce succès fulgurant attira aussi des regards intéressés. Un homme se rapprocha particulièrement de lui, Idrissa, un entrepreneur ambitieux, habile en affaires et doté d'un charisme redoutable. Ismaël, qui cherchait un allié pour structurer l'expansion de Nova, fit de lui son bras droit. Ensemble, ils signèrent des partenariats stratégiques, élargirent l'équipe et multiplièrent les utilisateurs. Idrissa semblait indispensable, mais son sourire cachait déjà des intentions plus sombres. Peu après, entra en scène un consortium international, Orion Capital. Présentés comme des investisseurs visionnaires, ils injectèrent des millions dans Nova, séduits par la promesse d'une Afrique digitale. Leur promesse était séduisante, expansion continentale, profit immense, reconnaissance mondiale. Mais derrière ces discours brillants, ils cherchaient surtout le contrôle.
Ismaël, lui, ne voyait que la mission. Pour lui, Nova devait rester un outil pour les pauvres, pas un jouet entre les mains des puissants. Mais déjà, une fissure s'ouvrait entre sa vision et celle de ses nouveaux partenaires. Et cette fissure allait bientôt devenir un gouffre. Ismaël sentit d'abord une fatigue sourde, puis une colère froide. Nova, né de sa douleur et de sa promesse, avait grandi plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Les tableaux de bord, les chiffres qui clignotaient sur les écrans et les rapports d'utilisation excitèrent d'abord son orgueil, des milliers d'utilisateurs, des transactions qui circulaient, des courses de petits vendeurs qui trouvaient enfin des clients. Puis, en plongeant plus profondément dans les données, il vit l'autre visage, des zones d'ombre qu'il n'avait pas voulu voir. Les algorithmes poussaient les produits de partenaires solvables en haut des pages, les frais de plateforme grignotaient petit à petit les faibles marges des vendeurs, des prêteurs partenaires proposaient des microcrédits au taux d'un piège. Là où il avait voulu créer un tremplin, c'était installer un ascenseur pour les déjà riches. Chaque réunion qu'il tenait avec les équipes techniques découvrait de nouvelles compromissions, accords opaques avec de grands distributeurs, campagnes promotionnelles payantes qui étouffaient les petites annonces, analyse de données vendues à des partenaires étrangers. La promesse sociale de Nova se muait en instrument de capture. Ismaël passa des nuits blanches, parcourant les traces, lisant les contrats, confrontant les chiffres à la voix de sa mère. Il comprit que rester passif ferait de lui le complice d'une trahison. Sa décision fut alors fulgurante et définitive, si Nova ne pouvait plus servir les humbles, il la détruirait plutôt que de la voir dévorer ceux qu'elle devait protéger. L'annonce de son intention provoqua d'abord stupéfaction, puis panique chez certains associés. Idrissa, son bras droit, qui occupait désormais une place centrale dans la gouvernance, pâlit lorsqu'Ismaël exposa son plan de réorientation radicale ou, à défaut, de suppression complète de la plateforme. Idrissa n'était pas seulement un collègue, il détenait des options, des parts et des promesses personnelles que la disparition de Nova anéantirait. À travers lui, les regards inquiets d'un consortium international, Orion Capital, commencèrent à se faire pressants. Les réunions avec des investisseurs prenaient désormais une teinte agressive, on évoquait pertes, valeurs détruites, retombées médiatiques. Pour Orion, Nova représentait un actif stratégique, une porte d'entrée sur plusieurs marchés et des profits futurs trop importants pour être abandonnés. Face à l'ultimatum d'Ismaël, certains souriaient à peine et d'autres calculaient déjà les pertes. La peur, chez eux, prit la forme la plus dangereuse, la certitude qu'il fallait neutraliser le risque plutôt que de négocier. Idrissa, tiraillé entre loyauté et intérêt, choisit le calcul. Il proposa un plan sombre et discret, neutraliser l'homme plutôt que l'idée. Les mots furent prononcés dans des bureaux feutrés, entourés d'un silence coupable. Il ne s'agissait pas d'un règlement de compte spectaculaire mais d'un dégagement du chemin par une disparition plausible lors d'un déplacement d'affaires. Les investisseurs, plus préoccupés par la continuité et la valorisation, acquiescèrent en silence. Ismaël, confiant, accepta finalement un voyage d'apparence réconciliatrice avec ses partenaires. Il ne se doutait pas que, derrière les rires polis et les poignées de main, se tramaient des décisions qui mettraient sa vie en péril. La nuit du vol approchait, et avec elle le moment où toute sa volonté de justice allait s'affronter à la froide détermination des hommes qui voulaient garder le pouvoir. Le jet privé scintillait sur le tarmac comme une promesse de grandeur. Ismaël y monta sans méfiance, persuadé que ce voyage scellerait une nouvelle phase de son projet. Idrissa, souriant, l'accueillit avec une poignée de main ferme, comme un frère de longue date. Autour d'eux, les représentants d'Orion Capital échangeaient des mots polis, des regards chargés d'assurance. L'ambiance paraissait détendue, mais derrière les verres de champagne, se cachait un piège soigneusement préparé. À bord, Ismaël s'installa près du hublot. Il observa le décollage, fasciné par la ville qui s'éloignait sous ses pieds. Son esprit dérivait vers son village natal, il imaginait Sonia et Mariana courant dans des ruelles éclairées par les panneaux solaires qu'il avait déjà importés. Ce rêve lui donna un sourire sincère. Idrissa leva alors son verre, à Nova, à l'avenir, et à l'Afrique qui gagne enfin sa place. Tous trinquèrent. Ismaël porta son verre à ses lèvres, sans savoir que ce liquide contenait le sceau de sa chute. Au début, ce fut une simple lourdeur dans ses paupières. Puis sa tête devint pesante, ses gestes maladroits. Il tenta de reprendre ses esprits, croyant à la fatigue. Idrissa lui posa une main sur l'épaule,
tu devrais te reposer, frère, nous avons un long voyage. » La voix résonnait étrangement, comme dans un tunnel. Bientôt, le monde se brouilla. Ses pensées se dispersèrent, et les dernières images qui lui restèrent furent celles des rires étouffés et des regards froids qui se croisaient devant lui. La nuit suivante, le jet atterrit discrètement sur une piste secondaire. 2 hommes le tirèrent hors de l'appareil, inconscient. Son corps fut déposé au bord d'une rivière isolée, loin des regards. Le plan était simple, un accident, une disparition inexpliquée, un homme qui se serait éteint dans le silence. L'eau froide léchait déjà ses vêtements quand ils s'éloignèrent sans un mot. Pour eux, Ismaël n'était plus qu'un souvenir. Le lendemain, Orion Capital annonça officiellement la nouvelle: notre cher partenaire Ismaël a disparu tragiquement lors d'un incident de voyage. Sa contribution restera dans l'histoire de l'innovation africaine. La presse s'empara de l'affaire, les titres fleurirent, le prodige africain porté disparu. L'émotion fut immense, mais brève, car déjà le marché cherchait à savoir qui prendrait la relève. Dans les bureaux de Nova, un nouveau nom circulait, Idrissa. Il prit la parole devant les employés, vêtu d'un costume sobre, la mine grave. Ismaël était un frère. Nous poursuivrons son rêve. Derrière ces mots larmoyants se cachait une victoire froide. En quelques jours, il devint officiellement le nouveau directeur général, adoubé par Orion Capital. Sous son règne, Nova changea d'âme. Les discours d'inclusion disparurent, remplacés par des slogans commerciaux. Les pauvres, que l'application devait libérer, furent peu à peu exclus. Idrissa savourait sa gloire, persuadé d'avoir effacé son ancien maître. Mais loin de là, au bord d'une rivière, le corps qu'il croyait perdu respirait encore. Et avec ce souffle fragile, le destin d'Ismaël refusait de s'éteindre. Le corps d'Ismaël flottait entre la vie et la mort, allongé au bord de la rivière, quand une silhouette se pencha sur lui. C'était Zéra, une jeune fille de 18 ans, qui venait puiser de l'eau. En voyant l'homme immobile, elle poussa un cri. Son père, Oumar, accourut, suivi de sa mère, Hawa. Ensemble, ils tirèrent le corps trempé sur la berge. Oumar posa son oreille sur sa poitrine et sentit un souffle faible, mais bien présent. Il vit, murmura-t-il. Sans hésiter, ils le portèrent jusque dans leur modeste case. Pendant des jours, Ismaël resta entre deux mondes. Hawa écrasait des plantes médicinales, humidifiait ses lèvres, et veillait comme une mère. Zéra, de ses mains fines, lui nettoyait les plaies et changeait ses vêtements. Oumar, silencieux, observait cet inconnu au visage marqué par la fatigue, se demandant d'où il venait et pourquoi le destin l'avait jeté sur leur chemin. Peu à peu, l'homme ouvrit les yeux. Mais son regard, loin d'être vide, semblait perdu. Il ne reconnaissait rien. Ni son nom, ni son passé. Quand Hawa lui demanda qui il était, il resta muet, incapable de répondre. Il ne savait que respirer, manger quand on lui donnait, et sourire faiblement. La mémoire s'était effacée, comme si quelqu'un avait arraché les pages de son histoire. Pourtant, quelque chose en lui résistait, une étincelle d'intelligence, un éclat de vivacité qui transparaissait dans ses gestes. Les nuits furent étranges. Autour du feu, quand la famille partageait le repas, Ismaël se mettait parfois à rire sans raison. Ce n'était pas la folie, c'étaient des fragments de mémoire, des éclats de souvenirs qui surgissaient et disparaissaient aussitôt. Les villageois, intrigués, le regardaient en silence. Certains le prenaient pour un homme brisé. Mais Oumar, lui, voyait au-delà. Un soir, alors que la lune éclairait la cour et que le feu crépitait doucement, Oumar prit la parole. Sa voix grave rompit le silence. « Tu n'es pas seulement un cultivateur. Je vois en toi l'espoir d'une nation. Le leadership brûle en toi. » Ces mots frappèrent Ismaël en plein cœur. Il ne comprit pas encore leur sens, mais quelque chose en lui vibra, comme si cette vérité dormait au plus profond de son être. Ce fut la première fois depuis sa chute qu'il sentit à nouveau une flamme en lui. Les jours suivants, il participa aux travaux des champs avec Oumar, maladroit mais volontaire. Il apprit à manier la houe, à porter l'eau, à partager la simplicité de cette vie. Zéra l'observait souvent, intrigué par sa discipline et sa manière de réfléchir à chaque geste. Hawa, elle, disait qu'il n'était pas comme les autres hommes du village, il parlait avec calme,
ses yeux semblaient porter un fardeau invisible. Ainsi, dans cette famille, Ismaël trouva refuge. Il n'était plus l'homme des grandes affaires, ni le fondateur de Nova. Il était un inconnu, un rescapé, accueilli par des mains généreuses. Mais dans ses silences, dans ses sourires étranges, quelque chose annonçait déjà que son histoire n'était pas terminée. Les premiers jours furent hésitants. Ismaël, encore faible, découvrait un univers dont il ignorait les codes. Mais Oumar, patient, lui montra les gestes simples du cultivateur. Lever avant l'aube, marcher dans la rosée froide, retourner la terre sèche, porter les calebasses d'eau depuis la rivière. Au début, Ismaël avait les mains couvertes d'ampoules, le dos cassé par la fatigue. Pourtant, il ne se plaignit jamais. Chaque douleur lui rappelait qu'il vivait encore, qu'il n'avait pas sombré avec la rivière qui avait failli l'emporter. Peu à peu, il prit goût à ce rythme. Il apprit à lire la couleur des nuages comme un signe de pluie, à reconnaître la qualité d'un sol, à sentir quand une plante avait soif. Oumar le regardait travailler et hochait la tête, impressionné par sa détermination. « Tu apprends vite », lui dit-il un matin. Ce fut l'un des premiers compliments qu'Ismaël reçut depuis qu'il avait perdu la mémoire, et il lui donna une force nouvelle. Avec Hawa, la complicité se tissa autrement. Elle lui montrait comment préparer le mil, comment tresser des paniers pour vendre au marché, comment soigner les petits maux avec des herbes. Elle le traitait comme un fils revenu de loin. Le soir, quand il s'asseyait autour du feu, elle observait son regard souvent perdu et lui disait doucement, « Ton silence parle plus fort que 1000 mots. Tu portes quelque chose en toi que tu ne connais pas encore. » Ces paroles, simples mais profondes, résonnaient en lui comme des échos d'une vie oubliée. Mais c'était auprès de Zéra que son cœur s'ouvrait davantage. Elle était sa lumière discrète, toujours prête à l'aider sans rien attendre. Quand il trébuchait avec une charge trop lourde, c'était elle qui accourait. Quand il riait sans raison, elle riait avec lui, comme pour alléger ses blessures invisibles. Plus les jours passaient, plus leurs regards s'attardaient l'un sur l'autre. Il admirait sa douceur, sa générosité, sa force silencieuse. Elle, de son côté, voyait en lui un mystère, un homme instruit qui parlait parfois avec des mots que personne dans le village n'utilisait, un homme qui semblait porter un destin qu'il avait oublié. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'orange, Zéra et Ismaël restèrent seuls près du champ. Elle lui demanda, « Tu ne te souviens vraiment de rien ?» Il sourit tristement. « Rien, sauf une chaleur au fond de moi, comme si j'avais promis quelque chose à quelqu'un. » Zéra baissa les yeux, troublée. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose, cet homme n'était pas venu dans leur vie par hasard. Ismaël, sans le savoir, tissait alors les liens les plus précieux de son existence. Dans cette vie simple, faite de terre, de sueur et de tendresse, il découvrait quelque chose que ni l'argent, ni le succès n'avaient jamais pu lui offrir, l'amour vrai, discret et profond. Les jours s'écoulaient dans le calme du village, mais l'esprit d'Ismaël commençait à s'agiter. Certaines nuits, il se réveillait en sueur, le cœur battant. Des images brèves surgissaient dans son esprit, une salle éclairée par des néons, un verre de vin porté à ses lèvres, des hommes au regard froid, et puis le vide. Parfois, il entendait la voix de sa mère, lointaine, l'appelant par son prénom avec une tendresse douloureuse. Une autre fois, il vit le visage souriant de ses deux sœurs, Sonia et Mariana, comme des fantômes qui lui rappelaient qu'il leur devait quelque chose. Chaque vision le bouleversait, comme si des éclats de son âme remontaient d'un gouffre profond. Un soir, alors qu'il aidait Hawa à préparer le repas, il se figea brusquement. Dans son esprit surgit l'image d'un écran, d'un logo lumineux, Nova. Ce nom résonna dans son cœur comme un coup de tonnerre. Il ne savait pas encore tout, mais il savait que c'était lié à lui. Ce mot, cette étoile digitale, lui appartenait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Il se leva, tremblant, incapable de manger, et sortit prendre l'air. Le feu brûlait encore dans la cour quand Oumar le trouva, les yeux fixés sur le ciel. « Je crois que je dois repartir, » dit-il simplement. Mais la réalité le rattrapa aussitôt. Il n'avait rien. Pas un franc, pas un vêtement correct, pas même de quoi prendre la route vers la ville. Tout ce qu'il possédait, c'était le toit de cette famille qu'il avait recueillie et l'amour silencieux qu'il ressentait pour Zéra. La honte l'écrasa, comment pouvait-il prétendre sauver qui que ce soit alors qu'il ne pouvait même pas se sauver lui-même ?
C'est alors que Zéra prit une décision qui bouleversa tout. Elle alla voir son père et sa mère. Avec des larmes dans les yeux, elle leur dit, « Cet homme n'est pas comme les autres. Il porte quelque chose en lui. Si nous l'aidons aujourd'hui, un jour il nous rendra cela au centuple. » Oumar hésita, mais finit par accepter. Le lendemain, ils vendirent une partie de leur terre familiale, celle qui leur assurait pourtant la récolte annuelle. Avec l'argent, ils mirent entre les mains d'Ismaël une chance de repartir. Quand Zéra lui tendit la somme, il resta figé. Ses yeux s'emplirent de larmes. Jamais il n'avait reçu un tel acte de foi. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était le sacrifice d'une famille pauvre pour un homme dont il ne connaissait pas le passé. Il tomba à genoux devant eux et dit d'une voix brisée, « Je vous jure de rendre cet acte 1000 fois. Ce que vous me donnez aujourd'hui, je le transformerai en vie, en lumière et en dignité pour vous et pour ceux que j'aime. » Ce soir-là, il comprit que le destin l'appelait à nouveau. Avec l'argent du sacrifice de Zéra, il n'était plus seulement un survivant, il redevenait un homme en marche vers sa mission. Et cette mission commençait par un retour vers son passé, là où l'attendaient les vérités qu'il devait affronter. La poussière du chemin soulevait des nuages à chaque pas. Ismaël avançait, le cœur battant, jusqu'à apercevoir au loin les cases familières de son village natal. Tout en lui tremblait, la peur du rejet, le poids de l'absence, mais aussi l'impatience brûlante de revoir ceux qu'il avait laissés derrière lui. Quand il entra dans la cour de sa maison, le temps sembla s'arrêter. Sa mère, amaigrie mais toujours digne, leva les yeux. Ses deux sœurs, Sonia et Mariana, désormais jeunes femmes, restèrent figées. Un silence pesant, presque irréel, enveloppa la scène. Puis, comme une digue qui cède, les larmes jaillirent. Sa mère se précipita vers lui, le frappa doucement à la poitrine en criant « Pourquoi ? Pourquoi tant d'années sans nouvelles ?» Sonia et Mariana le serrèrent ensuite dans leurs bras, mêlant colère et soulagement. Ismaël pleurait aussi, incapable de retenir l'océan de culpabilité. Il leur raconta tout, le succès, Nova, la trahison d'Idrissa, Orion Capital, le vol piégé, son réveil sans mémoire dans le village de Zéra. Chaque mot était une plaie ouverte, mais aussi une vérité nécessaire. Ses sœurs, en entendant qu'il avait survécu grâce au sacrifice d'une autre famille, le regardèrent avec un mélange d'admiration et de douleur. Les réconciliations furent longues. Les reproches, nombreux. Mais peu à peu, le pardon se fraya un chemin. Sa mère finit par lui prendre la main, « Tu as souffert, mon fils. Tu as été perdu, mais tu es revenu. Alors maintenant, va au bout de ta mission. » Ces mots furent pour Ismaël une bénédiction nouvelle, une confirmation qu'il devait poursuivre son combat. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter seul Idrissa et Orion. Les preuves qu'il détenait, fragments d'emails retrouvés, souvenirs de conversations, enregistrements dissimulés dans un ancien téléphone, constituaient un point de départ, mais il fallait plus. C'est pourquoi il prit une décision audacieuse, se rendre aux autorités. Grâce à ses contacts et à des relais, il finit par atteindre une cellule spécialisée de la police dans un pays partenaire. Il exposa son histoire avec précision. Les agents d'abord sceptiques se montrèrent attentifs quand il leur présenta des éléments concrets, une partie des transactions financières, des échanges d'Idrissa prouvant ses manœuvres, et même des témoignages de quelques anciens employés restés fidèles. L'affaire prit une ampleur inattendue, derrière la disparition d'Ismaël se dessinait un complot financier international. La police, consciente de l'enjeu, accepta une stratégie risquée, mettre en scène un retour public d'Ismaël afin de forcer ses ennemis à se découvrir. Le plan était simple, l'accompagner jusqu'au siège de Nova, le protéger discrètement, et enregistrer les réactions de ceux qui pensaient l'avoir enterré. Les agents savaient qu'Idrissa et Orion ne résisteraient pas à la tentation de justifier leur trahison, et que leurs propres mots deviendraient les armes de leur chute. Ismaël sortit de la réunion avec une certitude nouvelle. Cette fois, il n'était plus seul. Derrière lui, il avait l'amour retrouvé de sa famille, la foi de Zéra, et désormais la protection d'un plan qui pouvait faire tomber ses ennemis. Le retour au siège de Nova ne serait pas seulement un affrontement, ce serait une résurrection. Le siège de Nova brillait comme un temple moderne, ses façades de verre reflétant le soleil. Les employés s'agitaient dans le hall, quand soudain, les portes s'ouvrirent. Une silhouette entra, droite, sobre, déterminée.
Ce fut d'abord un murmure, puis un cri, « C'est Ismaël !» Les regards incrédules se figèrent. L'homme qu'on croyait mort, abandonné au bord d'une rivière, marchait vivant, plus solide que jamais. Idrissa, installé dans le bureau qui avait jadis appartenu à son mentor, accourut, blême. Son sourire forcé ne parvint pas à masquer la panique dans ses yeux. « Et toi ? Mais, tu étais censé… » Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Ismaël le fixa froidement. « Tu voulais ma mort, Idrissa. Mais le destin m'a refusé ce luxe. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis en danger. » Dans la salle de conférence, les agents de police avaient discrètement installé des dispositifs d'enregistrement. Les dirigeants d'Orion Capital, connectés par visioconférence, ne se doutaient de rien. La réunion commença comme un banal conseil d'administration. Idrissa tenta de reprendre l'avantage, « Nous devons clarifier les choses. Ismaël a abandonné Nova. Moi, j'ai pris mes responsabilités. » Mais soudain, les écrans s'allumèrent. Des voix surgirent, claires, nettes. Les enregistrements diffusés dévoilaient la vérité, la trahison, le ver piégé, le plan d'abandonner Ismaël au bord d'une rivière. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. La salle explosa de stupeur. Les employés, qui avaient cru au discours lisse d'Idrissa, comprirent l'ampleur de la manipulation. Les policiers intervinrent aussitôt, arrêtant Idrissa sous les yeux de tous. Les partenaires d'Orion Capital, exposés au grand jour, furent convoqués à répondre devant la justice. L'empire frauduleux qu'ils avaient bâti s'effondra en quelques minutes. Ismaël, lui, ne leva pas la voix. Quand le silence revint, il prit la parole calmement. Nova n'a jamais été faite pour enrichir les puissants. Elle est née pour les pauvres, pour les oublier. Désormais, elle leur appartiendra. Sous ces directives, Nova fut transformée en coopérative transparente, chaque utilisateur avait une voix, chaque bénéfice était redistribué. Ce qui avait été une arme d'exploitation devint un outil de dignité. Mais Ismaël ne s'arrêta pas là. Fort de sa légitimité retrouvée, il lança la transformation de son village natal. Les conteneurs de panneaux solaires arrivèrent enfin, illuminant les nuits de centaines de foyers. Des écoles modernes s'élevèrent, dotées de bibliothèques et d'ordinateurs. Des hôpitaux furent construits, capables de soigner sans ruiner les familles. Des entreprises locales virent le jour, offrant des emplois aux jeunes. Les routes asphaltées relièrent le village aux grandes villes, et de simples cases en terre naquirent des maisons solides et modernes. Enfin, un aéroport régional fut inauguré, ouvrant la porte du monde à ce lieu autrefois oublié. À 35 ans, au milieu de cette renaissance, Ismaël retourna dans le village de Zéra. Devant toute la communauté rassemblée, il s'agenouilla. Sa voix trembla d'émotion, « J'ai bâti des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais ma plus grande victoire est de revenir chercher celle qui m'a sauvé quand je n'étais rien. Zéra, veux-tu devenir ma femme ?» Les cris de joie éclatèrent, et leur mariage fut célébré comme une fête nationale, entre danses, bénédictions et chants d'espoir. Ce jour-là, devant la foule et les caméras, Ismaël prononça son dernier grand discours. Index revers pointant vers la droite blanc, on m'a dit qu'un homme sans email n'existait pas. Mais aujourd'hui, je vous le dis, l'Afrique n'a pas besoin de permission pour exister. Elle doit seulement croire en elle-même. Le destin d'Ismaël fut une longue traversée entre la douleur et la lumière. Parti d'un village oublié, humilié pour n'avoir pas d'email, rejeté par ceux qui ne voyaient en lui qu'un être insignifiant, il transforma cette blessure en moteur. Chaque humiliation devint un tremplin, chaque rejet une raison de se relever. Son parcours fut marqué par la persévérance, mais aussi par les pièges de la gloire, la trahison d'un frère de confiance, la voracité des investisseurs, et la chute brutale qui faillit lui coûter la vie. Pourtant, dans le gouffre, il trouva une nouvelle force, l'amour et le sacrifice d'une famille simple, celle de Zéra, qui lui rappela la valeur des choses essentielles. Sans mémoire, il apprit à nouveau à vivre, à travailler la terre, à rire autour du feu. C'est grâce au courage de Zéra et au sacrifice de ses parents, Oumar et Hawa, qu'il put reprendre sa marche vers sa mission. Leur geste fit de lui un homme redevable, non pas seulement de richesse, mais de fidélité éternelle. À travers eux, il comprit que l'amour et la solidarité valent plus que tous les millions.
Revenu de l'oubli, Ismaël ne se contenta pas de reconquérir Nova. Il en fit une arme de dignité partagée, un outil collectif qui rendait aux pauvres ce qui leur avait été volé. Et plus encore, il transforma son village natal en un symbole vivant, des routes modernes, des écoles où les enfants n'étaient plus humiliés, des hôpitaux qui sauvaient des vies, des maisons solides et un aéroport qui reliait ce lieu jadis oublié au reste du monde. Son histoire fut aussi un hommage à ses sœurs, Sonia et Mariana, qui lui avaient donné la force de ne jamais céder, et à la famille de Zéra, qui avait cru en lui alors que tout semblait perdu. Mais au-delà de son nom, ce qu'Ismaël légua fut un message universel, index revers pointant vers la droite blanc. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour exister. Elle n'a qu'à croire en elle-même. Son parcours devint une prophétie moderne, une preuve que la dignité ne se mendie pas, elle se conquiert. Et qu'un homme, même né dans la poussière et l'oubli, peut devenir la lumière d'une nation.